C'est donc sur ces mots que va s'achever la première partie de notre conférence. On va donc vous céder la parole. Est-ce qu'il y aurait des questions? Bonsoir. La démocratie libérale, ce qui s'est effectivement produit. Ce qui s'est effectivement produit. Aucune n'est partie dans l'autre sens. Et, mais il dit également, toutes vont s'acheminer dans cette direction parce qu'expérimentalement, elle est supérieure, mais il dit tous ne vont pas y arriver. Hein? Et il décrit dans son bouquin une espèce de métaphore d'une gare de chemin de fer. Il y avait deux gares. Il y avait Moscou-Washington, en gros. Bon. Et la gare de Moscou a brûlé, il reste la gare de Washington. Donc tous les trains vont vers la gare de Washington, mais toutes les voies convergent. Il y a des tas de trains qui vont dérailler avant d'arriver en gare. Hein? Donc il y a une approche un tout petit peu subtile. Et puis il dit également que le libéralisme n'étant pas intellectuellement une idée totalement de rêve, on ne peut pas envisager qu'il n'y aura pas des intellectuels qui vont créer des idéologies alternatives. Et donc Fukuyama dit nécessairement, on verra apparaître dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, des modèles alternatifs. Hein. Donc sa théorie de la fin de l'histoire, elle est très limitée, elle décrit la période qui s'ouvre en 89 et qui est la période dans laquelle nous nous situons encore. Par exemple, aujourd'hui, si vous n'aimez pas le libéralisme, ce qui est votre droit le plus strict, vous dites « je suis anti-libéral ». Vous définissez contre. Hein, vous définissez contre. J'étais, pour l'anecdote, j'étais vendredi dernier à Nice dans un colloque organisé par le journal Marianne. Et donc j'ai tout le monde contre moi. J'ai Jean-François Kahn, j'ai même son frère Axel Kahn, et puis Michael Kraut, et puis Bernard-Henri Chevelet, toute la bande. Et c'était tous contre le libéralisme qui nous oppresse. Alors, je leur ai dit, bon, premièrement, je ne sache pas qu'en France, le libéralisme soit triomphant, c'est une grande nouvelle. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce que vous proposez d'autre? Et elle a dit, ah ben non, on ne propose rien d'autre, on est contre. J'ai eu souvent ce débat avec José Bové. J'ai dit à José Bové, mais votre collègue, cher ami, José Bové, et je dis à José Bové, je dis, mais vous êtes contre le libéralisme, vous proposez quoi? Ah, Bové dit, ah mais je ne propose rien, je suis dans la résistance. Toujours un mot évidemment très noble. Mais j'ai trouvé que l'attitude de Bové était assez intéressante parce qu'elle décrit au fond assez bien la situation présente. Le libéralisme est une idéologie dominante, personne ne l'aime et peu de gens s'en réclament, et il y a des tas de gens qui sont contre mais qui ne proposent rien d'autre. Donc c'est exactement la situation décrite par Fukuyama pour l'instant. Donc le temps de la raison n'est pas le dernier alors? Ah ben non, bien sûr que non, sinon on mourrait d'ennui. Le temps de la déraison suit le temps de la raison. D'autres questions? Bonjour. Tout à l'heure, vous avez dit donc l'économiste c'est comme un médecin mais il faudrait qu'il arrive à guérir donc, de la pauvreté. Je voulais savoir si pour guérir de la pauvreté, faut-il donc amputer la main de l'empire colonial? Parce que tout à l'heure, vous avez cité par exemple les colonies portugaises qui ont quand même assez réussi, le Brésil, l'Angola, la Mozambique, et voilà. Ça coïncide quand même avec une mainmise très basse du Portugal. Et donc, dans le temps de la raison, vous aviez dit qu'il y avait un rapport qui disait que ces 20 dernières années, le niveau de vie avait augmenté pour 1 milliard de personnes. Je voulais savoir s'il y avait un rapport aussi qui disait, par exemple, dans le monde occidental, où ce niveau de vie, quelle tendance ce niveau de vie prenait? S'il augmentait aussi ou s'il descendait? Oui. Et puis, donc, pour la dernière question, je voulais savoir aussi, donc vous avez dit que les pays qui se sont sortis du socialisme pour partir vers le libéralisme sont partis de leur plein gré. Mais bizarrement, on remarque que ça s'est déroulé au niveau, au moment de la chute du bloc URSS. Donc est-ce que ce n'était pas forcément pour récupérer l'aide au développement des pays occidentaux, donc des pays libéralistes, et des pays libéraux
Très bien. Je vais répondre, je vais commencer par la dernière question, si vous voulez. Le tournant, le changement de stratégie économique, hein. La pauvreté dépend de la stratégie économique que vous suivez. Le changement de stratégie économique, comme je l'ai dit tout à l'heure, se fait dans la plupart des cas avant la chute de l'Union soviétique. Hein. Dans le cas de la Chine, c'est 79. Dans le cas du Brésil, c'est 86. Hein. L'URSS disparaît en 91. Donc le seul pays où vous avez une relation directe entre l'effondrement de l'URSS et le changement de stratégie politique, c'est l'Inde. Pourquoi? Parce que l'Inde, l'économie indienne ne fonctionnait qu'en raison de ses accords de troc avec la Russie. La Russie vendait du pétrole à l'Inde, enfin, toute l'énergie venait de Russie, et l'Inde, en échange, c'était du troc, si vous voulez, exportait des objets divers. Bon. Et du jour au lendemain, en 91, le gouvernement Yeltsin dit aux Indiens, écoutez, à partir d'aujourd'hui, il faut payer en dollars. Et donc le gouvernement indien dit, mais on n'a pas de dollars. Alors pour trouver des dollars, il décide d'ouvrir les frontières et de changer de stratégie économique. Donc vous avez une relation directe. Mais dans les esprits, cette décision est prise en 91, dans les esprits, c'était déjà très avancé. Le changement de stratégie est en fait esquissé par le gouvernement de Rajiv Gandhi en 86. Donc on peut dire que c'est vraiment à partir de la fin des années 70, début des années 80, qu'on prend acte de ce qu'il y a un système qui marche et un autre qui ne marche pas. Hein. Et pour récupérer l'aide, non. Parce que en même temps que ce retournement stratégique s'opère, l'aide diminue. L'aide diminue parce qu'on se rend compte qu'elle n'est pas très utile, et les pays qui opèrent le retournement le plus brutal, j'ai cité la Chine, le Brésil et l'Inde, n'étaient pas des pays aidés de toute manière. Alors, sur la relation entre décolonisation et développement, la décolonisation est un préalable au développement. Pourquoi? Parce que la colonisation, d'une certaine manière, nuisait aux deux partenaires. Elle nuisait à la fois aux pays colonisateurs et aux pays colonisés. Aux pays colonisés, pourquoi? Parce que dans la plupart des cas de figure, les colonisés n'avaient le droit de n'exercer que des activités utiles pour le colonisateur. Produits agricoles, produits miniers, il n'était pas question de développer une industrie. Hein, parce qu'au contraire, c'est le pays colonisateur qui exportait ses produits industriels, manufacturiers vers le pays colonisé. Donc le pays colonisé était clairement pénalisé sur le plan économique. Pas forcément sur le plan sanitaire, administratif hein, ou scolaire, mais sur le plan économique il était pénalisé. Mais le pays colonisateur était également pénalisé. Pourquoi? Parce que, prenez un pays comme la France, vous avez des tas d'entreprises françaises qui, du temps de la colonisation de l'Afrique en particulier, produisaient des objets de faible qualité, mais avec un marché garanti qui était le marché africain. Et ceci nuisait extraordinairement à la productivité des industries françaises. C'est à partir du moment où la décolonisation s'est faite que l'industrie française a été obligée de se reconvertir vers le marché mondial en disant, ben là, produire de la mécanique de mauvaise qualité pour le Bénin, c'est quand même pas l'avenir. On est maintenant sur le marché mondial et donc on est obligé de faire des produits de qualité mondiale. Et le taux de croissance le plus élevé en France coïncide avec la période de la décolonisation. Hein? Donc la décolonisation, elle était juste, mais elle était également, pour s'en tenir à l'économie, était bonne pour les deux partenaires. La colonisation, bizarrement, ne profitait à personne. Quelques intermédiaires, bien entendu, mais au peuple dans l'ensemble, je pense que c'était pas très bon pour les peuples. Encore une fois, en économie pure, hein, je ne parle pas de la dignité, quand même quelque chose qui était le facteur de la décolonisation, l'exigence de dignité. Et vous avez posé la question de l'évolution du revenu entre pays pauvres et pays riches et en Occident. Alors, tout dépend de la période. Si vous prenez, disons, les 20 dernières années,
disons, les pays riches continuent à progresser. Alors, si vous prenez la période qui commence en 2008, c'est une période de relative stagnation, mais c'est un peu compliqué parce qu'est-ce qu'on parle de stagnation en PIB ou par habitant? Vous prenez un pays comme le Japon. Tout le monde dit le Japon c'est épouvantable, c'est un taux de croissance de 1%, etc. Et la population diminue. Donc si vous regardez le revenu par habitant au Japon, en dépit de la crise, le revenu par habitant au Japon augmente. Et d'ailleurs, si vous allez au Japon, vous verrez que les gens sont de plus en plus prospères. Hein. Donc on oublie quelquefois le facteur démographique. Mais ce qui est plus intéressant, et on n'a pas vraiment d'explication, dans le monde occidental, depuis une vingtaine d'années, c'est la divergence des revenus. C'est que l'écart des revenus s'accroît de plus en plus dans tous les pays. En gros, vous avez le 20% supérieur de la population dont le revenu augmente le plus rapidement, y compris depuis la crise de 2008, et vous avez le 20% d'en bas qui ne s'appauvrit pas mais qui stagne. Donc vous avez une espèce de divergence. C'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Espagne, c'est vrai en Allemagne, et il n'y a pas d'explication tout à fait satisfaisante. La seule explication qui s'impose pour l'instant, c'est que cette divergence est liée au système éducatif. C'est que le système éducatif produit, je puis dire, une partie de la population qui est capable d'évoluer très rapidement, et donc qui est greffée sur l'évolution du marché mondial, et dont le revenu augmente plus vite que la moyenne. Et le système éducatif produit aussi 20% de la population qui n'a aucun équipement éducatif qui lui permette de s'adapter à l'évolution d'une économie en changement rapide. Alors, du temps où la France était un pays agricole, ça n'avait pas d'importance, d'une certaine manière. Hein. Mais dans un pays qui n'est plus du tout agricole, ou l'Europe qui n'est plus du tout agricole, les 20% qui n'ont aucun équipement intellectuel pour s'adapter à une économie changeante sont véritablement largués. Donc c'est la seule esquisse d'explication que nous avons actuellement pour décrire ce phénomène qui est radicalement nouveau, je dirais depuis un siècle. Bonsoir. Je voulais revenir sur 2 points. Déjà, revenir quand vous critiquez l'aide, notamment l'aide au développement, je voulais avoir votre avis sur la technique du microcrédit qui est utilisée dans les pays du Sud. Sur la quoi? Sur la technique du microcrédit qui est utilisée dans certains pays du Sud, est-ce que vous trouvez que c'est une aide qui est bonne? Et un deuxième point, c'est lorsque vous critiquez en gros les opposants du libéralisme qui ne proposent pas de solution alternative, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que c'est crédible ceux qui défendent une théorie de l'entrepreneuriat social, donc essayer de combiner l'esprit d'entreprise avec l'objectif social? Oui. Merci. Très bien. Alors sur le microcrédit, je vais dire ça dépend. Ça dépend. L'erreur serait de croire que le microcrédit en soi va résoudre la question de la pauvreté. Le microcrédit, qui existe de toute éternité, hein, le microcrédit est évidemment utile dans les pays où il est permis d'entreprendre. C'est-à-dire le microcrédit est une forme de crédit, au fond, une forme de crédit qui ne produit des résultats heureux que si l'environnement global permet d'entreprendre et de rembourser ses dettes. Je dis cela parce que très souvent, on lit que le microcrédit est une sorte de solution magique, alternative à tout. Hein. Non. Et dans un pays comme le Bangladesh, où le microcrédit était très développé par Mohamed Younous et la banque Grameen, le microcrédit marche parce que le Bangladesh est un pays qui marche. C'est-à-dire, il y a une industrie textile au Bangladesh qui est de très grande qualité. C'est un pays qui progresse, le Bangladesh. On ne parle pas beaucoup, c'est un pays qui croît assez rapidement. Donc là, le microcrédit fonctionne. Mais si vous essayez d'implanter le microcrédit au Zimbabwe, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Bon, l'argent sera gaspillé, les gens ne peuvent pas entreprendre,
la police est corrompue, oui, donc ça... Ouais. Bon. Et puis l'autre observation, c'est que il y a deux types de microcrédits. Il y a celui qui est subventionné et celui qui ne l'est pas. Et donc, dans l'expérience de Mohamed Younous au Bangladesh, l'expérience a été biaisée dans le bon sens par le fait que la banque Grameen elle est subventionnée par la fondation Ford, ce qui permet à la banque Grameen d'accorder des crédits inférieurs au taux réel. Donc on ne peut pas vérifier si les entreprises qui ont été fondées grâce au microcrédit sont viables ou pas. Et alors dans le cas de l'Inde, vous avez des banques qui accordent du microcrédit et qui se sont tellement enrichies que c'est devenu un scandale. Donc c'est pour ça, si vous voulez, que le microcrédit au fond c'est comme un crédit normal. Vous avez des banques qui marchent, des banques qui ne marchent pas, des gens qui remboursent, des gens qui ne remboursent pas. Il ne faut pas en faire un monde à part qui serait en soi, si vous voulez, une solution à tous les problèmes. Et l'entreprise sociale. Alors l'entreprise sociale, pour ceux qui ne connaissent pas, l'entreprise sociale est une entreprise qui fonctionne comme une entreprise, mais dont le critère de réussite n'est pas le profit, le critère de réussite est l'utilité sociale. Alors, vous avez beaucoup d'entreprises sociales aux États-Unis. C'est le pays où le concept s'est développé. Ce sont en réalité des ONG bien gérées. Ce sont des ONG bien gérées qui sont subventionnées, qui sont dotées par des fondations et qui sont chargées de résoudre des problèmes sociaux difficiles, comme par exemple il y a beaucoup d'entreprises sociales aux États-Unis qui s'occupent de la réinsertion sociale des anciens prisonniers. C'est un domaine à beaucoup d'entreprises sociales. Donc l'entreprise sociale, je vais gérer comme une entreprise, c'est-à-dire que c'est très strict, c'est très organisé. Il y a une comptabilité sociale. C'est-à-dire combien de prisonniers entrent dans mon cours, parce qu'ils donnent des cours dans mon cours de réinsertion sociale, et puis combien trouvent un boulot à la fin de l'année. Donc j'ai un bilan, qui est un bilan social. Hein. Ceci est financé par des dons de grandes fondations américaines. Donc le terme d'entreprise sociale est un peu ambigu parce que ça n'est pas une entreprise qui se substitue à l'entreprise, c'est en gros, ce sont les techniques du management adaptées à des œuvres sociales, des œuvres charitables ou des œuvres qui sont de l'ordre des ONG. Bonsoir, je suis à votre droite. Je voudrais revenir sur le titre de votre conférence. Vous avez parlé donc d'analyser en quoi le développement tel que en Occident serait applicable ou non aux pays du Sud. Et j'aurais aimé justement vous interroger sur cette notion de développement. J'ai été étonnée de voir que vous n'avez pas présenté différentes conceptions du développement, en montrant par exemple des conceptions qui seraient peut-être moins centrées sur l'Occident et peut-être plus proches de l'individu à différentes échelles, notamment au Sud. Du coup, je voulais vous demander ce que vous pensez des alternatives au développement, comme on peut le voir avec des approches comme par l'IDH, un développement plus humain. Et donc, savoir ce que vous pensez sur ces alternatives, vu que vous n'en avez pas vraiment parlé dans votre conférence. Oui. Alors, c'est pas moi qui ai donné le titre de la conférence, c'est pas grave, je l'assume. Moi, j'aurais préféré quelque chose comme est-ce que l'économie de marché fonctionne dans tous les pays, c'est un truc comme ça. Et alors, l'indice de développement humain. Alors, deux observations. Premièrement, moi, je suis plutôt à l'écoute de ce que les gens me disent. C'est-à-dire que j'ai vécu en Inde, j'ai vécu en Chine très longuement. Ce que les Chinois et les Indiens souhaitaient et disaient, c'est qu'ils voulaient la prospérité matérielle. Donc, c'est un peu difficile de leur dire, écoutez, vos aspirations ne sont pas les bonnes. Bon. Ça, c'est une première observation. La seconde, c'est que l'indice de développement humain, qui existe depuis très longtemps, hein, on n'a pas attendu Stiglitz pour le formuler, il existe depuis très longtemps. Il se trouve que cet indice, donc, qui est un indice composite, hein, qui prend en compte non pas simplement le revenu par habitant, mais également
la santé, la scolarisation, l'égalité, la dignité, enfin, c'est multicritères. Hein. Vous avez l'indice de l'ONU, c'est une centaine de l'UNDI, c'est une centaine de critères qui sont trouvés. Il se trouve que l'indice de développement humain qui est publié chaque année correspond exactement à la production intérieure brute par habitant. Il n'y a pas de distorsion. Il n'y a pas de distorsion. Vous n'avez pas une situation où tout d'un coup l'indice de développement humain bondirait, tandis que les indices économiques bruts, si vous voulez, baisseraient. Ça ne s'est jamais produit. Ça ne s'est jamais produit. Alors, ça peut se produire un jour, peut-être que dans les sociétés très prospères, parce que le débat de sociétés très prospères, ça se produirait. Mais ça n'est pas le cas. Tout se passe comme si, quand je dis tout se passe comme si, je ne démontre pas, tout se passe comme si vous aviez une coïncidence entre le revenu par habitant et la satisfaction que les gens tirent de ce revenu. Donc pour l'instant, ce sont des indices très, très difficiles à manipuler. Peut-être est-ce qu'on ne sait pas les calculer, si c'est possible. Hein. On ne sait pas les calculer. Mais bon, on ne peut pas en tirer pour enseignement qu'il conviendrait de faire autre chose que ce que l'on fait. Hein, on ne peut pas tirer cet enseignement-là. Personne pour l'instant ne l'a tiré. Mais bon, ce sera peut-être le cas, plus tard. Vous avez l'exemple un peu fantaisiste du Bhoutan, où le souverain du Bhoutan a fixé un indice du bonheur. Mais si vous allez voir sur place, ils ont engagé maintenant une stratégie de développement économique qui est d'une extraordinaire banalité, si je puis dire. Bonsoir. Oui. Moi, j'aurais voulu connaître votre position sur le fait suivant, c'est que tout à l'heure, vous disiez que l'une des conditions initiales pour sortir finalement d'une extrême précarité, d'une extrême pauvreté pour un État, était de tendre justement vers un État de droit et d'avoir une certaine organisation, une administration, une bureaucratie. Vous citiez également Max Weber par rapport à l'une de ces théories, justement, comme quoi il aurait mis le doigt sur l'origine du capitalisme. Je crois me souvenir que l'une des théories de Max Weber était aussi au niveau de... Il était très critique sur l'appareil bureaucratique qui, justement, poussé à son extrême, devenait une menace à la démocratie. Et étant donné que vous disiez également que la démocratie permettait justement la poursuite du développement, même si ce n'était pas elle qui a à la base l'initié, justement, que pensez-vous de cet effet pervers de l'organisation, en gros, à travers la bureaucratie, l'administration, qui peut à la fois justement aider au développement, mais d'un autre côté, avoir justement ces désavantages-là? Je vais vous faire une réponse qui n'est pas satisfaisante, mais parce qu'il n'y en a pas d'autre, c'est que tout est affaire d'équilibre. C'est-à-dire que Max Weber, à qui on doit la plupart des concepts de la sociologie moderne, avait repéré donc, ce qu'il est le premier appelé la technocratie. C'est-à-dire que l'émergence, l'administration se constitue en corps autonome. C'est-à-dire l'administration n'est plus ni au service de la société, ni au service des élus, de la démocratie, mais elle génère ses propres intérêts. Donc il a été le premier à attirer notre attention là-dessus. C'est très important, et c'est vrai. Vous avez des logiques bureaucratiques ou des logiques technocratiques où des corps constitués échappent à la fois au contrôle du marché et au contrôle politique. Ils poursuivent des intérêts particuliers. Bon. Et en même temps, on ne peut pas se passer de cette bureaucratie-là. Alors, tout est affaire d'équilibre, et c'est le rôle de la démocratie et du débat. D'une manière générale, pour dépasser votre réflexion, mais en même temps, je crois que ça la corrobore, si vous regardez la situation en Europe aujourd'hui, en particulier de notre pays, tout est affaire d'équilibre et de relations. Et on n'arrive pas à trouver le point d'équilibre entre ce qui revient à l'État et ce qui revient au marché. On se demande parfois quel est le bon niveau de prélèvement public.
qui permet à la fois d'avoir une bonne administration, une bonne police, des systèmes de redistribution et de solidarité sociale qui fonctionnent, et qui n'étouffe pas l'entreprise. Quelle est la réponse? Il n'y a pas de réponse dans l'absolu. Dans certains pays, aux États-Unis, les prélèvements publics, c'est de l'ordre de 30%, pas tout à fait. Chez nous, c'est au-dessus de 50%. Et en même temps, si vous regardez le taux de croissance américain comparé au taux de croissance de l'Union européenne depuis la création de l'euro, le taux de croissance américain n'est pas supérieur, contrairement à l'idée qu'on s'en fait souvent, au taux de croissance de l'eurozone. Le taux de croissance de l'eurozone est le même que le taux de croissance des États-Unis. Et dans un cas, vous avez 30% de prélèvement public, et dans l'autre cas, vous avez 50%. Alors, c'est embêtant pour les libéraux pur jus, là, hein, parce que ça remet en cause un certain... Donc, je crois que c'est un problème de seuil. Il y a des moments où, tout d'un coup, on bascule du mauvais côté de l'équation. Alors, le cas célèbre, c'est des pays scandinaves, qui, dans les années 80, après une croissance soutenue, dans les années 80, tout d'un coup, la croissance a été bloquée dans les pays scandinaves. Et les Scandinaves ont découvert ensemble qu'ils avaient dépassé le seuil, c'est-à-dire qu'ils avaient atteint un niveau de prélèvement public et de redistribution tel que plus personne n'avait envie de travailler, quoi. En tout cas, chez eux. Et donc, ils sont revenus en arrière, et la Suède et le Danemark, Norvège est un cas particulier, Suède et le Danemark ont diminué leur taux de prélèvement public. Vous voyez? Alors, en France, aujourd'hui, je crois que, sans que le seuil soit franchi, si vous voulez, qu'on est dans une situation de paralysie de l'initiative privée, c'est la situation actuelle, parce que sans doute on est allé au-delà de ce seuil d'équilibre. Donc pour me résumer, il n'y a pas de chiffre en soi, il y a des ajustements subtils à un moment donné et dans une culture donnée. Voilà, donc on va s'arrêter là avec la partie des questions. On va passer donc à la dernière partie, le cocktail qui sera donc à la cafétéria de l'UST. Donc merci beaucoup.